Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons nous attaquer à une question qui est au cœur de l'histoire littéraire. Comment l'art, et en particulier la littérature, réagit-il lorsque le monde semble perdre tous ses repères? Au XVIIe siècle, face au chaos, les écrivains ont imaginé deux réponses absolument spectaculaires et à première vue totalement opposées. D'un côté, l'invention d'un amour si parfait, si codifié, qu'on pouvait littéralement le dessiner sur une carte. De l'autre, les aventures d'anti-héros misérables dans un monde brutal et sans pitié. C'est ce grand écart, ce paradoxe que nous allons décortiquer ensemble en explorant ce qu'on appelle les fictions baroques. Alors, cette question, ce n'est pas simplement une question de cours, c'est vraiment la question qui hante les artistes du XVIIe siècle. Il faut bien vous imaginer le contexte, on sort à peine des guerres de religion, les grandes découvertes scientifiques remettent tout en cause, bref, le sol tremble au sens propre comme au figuré sur leurs pieds. Et cette instabilité, loin de paralyser la création artistique, elle va au contraire la faire exploser dans des directions qui peuvent nous paraître aujourd'hui complètement folles, et surtout profondément contradictoires. Pour bien comprendre ce phénomène, voici le plan que je vous propose. D'abord, on va planter le décor, ce monde sans repères qui voit naître le baroque. Ensuite, on explorera deux univers romanesques qui, vous allez voir, se tournent complètement le dos. D'un côté, l'amour précieux, et de l'autre, l'anti-héros picaresque. Troisième point, on essaiera de comprendre comment ces deux contraires forment en réalité les deux facettes de la même sensibilité baroque. Et on terminera bien sûr avec une fiche méthode spéciale pour le baccalauréat. C'est parti. Premier point donc, un monde sans repères, la naissance du baroque. Avant toute chose, il est fondamental de faire un peu de contexte. Pour vraiment saisir ce qu'est l'art baroque, il faut essayer de ressentir le vertige de cette époque. Imaginez un monde qui a perdu sa boussole et qui du coup cherche désespérément de nouvelles manières, de nouvelles cartes, si vous voulez, pour se comprendre et se représenter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le baroque ne sort pas de nulle part. Il est véritablement l'onde de choc des grandes crises du XVIe siècle. D'ailleurs, petite anecdote intéressante, le mot baroque lui-même, il n'existait pas à l'époque. Il a été inventé bien plus tard, au XIXe siècle, par des historiens de l'art qui essayaient de mettre un nom sur cette période si particulière, caractérisée par l'effervescence et l'excès. Alors, qu'est-ce que le baroque? Si on devait en donner une définition, on dirait que c'est un art qui se caractérise par le refus des règles strictes, par un goût prononcé pour l'imaginaire, pour l'illusion, les contrastes et l'exubérance. Le mot-clé à retenir, vraiment le point crucial, c'est le mot liberté. Liberté par rapport au cadre rigide du classicisme qui va lui succéder. C'est un art qui aime le foisonnement, les effets de surprise, qui refuse la sobriété. En somme, c'est un art qui explore les extrêmes. Et cette liberté, bien sûr, elle va donner naissance à des formes littéraires très diverses, parfois déroutantes. On va trouver par exemple ce qu'on appelle les romans fleuves, des romans extrêmement longs qui semblent ne jamais finir. À l'intérieur, on trouve des histoires dans l'histoire, ce sont les fameux récits enchâssés. Et au sein de ce grand mouvement, deux grandes tendances vont s'affronter. D'un côté, une tendance à l'idéalisation, que l'on retrouve dans le roman pastoral et surtout la préciosité, et de l'autre, son contraire absolu, le roman picaresque. Deuxième partie. L'amour sur une carte ou le monde idéalisé de la préciosité. Donc, face à ce monde perçu comme chaotique, une première réponse des écrivains, ça va être de créer une sorte de refuge. Un univers parfaitement ordonné, très codifié, où le seul grand enjeu, finalement, c'est l'analyse ultra minutieuse du sentiment amoureux. Bienvenue dans le monde de la préciosité. Alors, ce mouvement est né dans un lieu très particulier, nouveau pour l'époque et assez fascinant. Les salons. Ces salons sont souvent tenus par des femmes de lettres très influentes, comme la célèbre Madeleine de Scudéry. Et ces lieux, ils deviennent de véritables laboratoires du sentiment. On y invente une nouvelle façon de parler, un langage beaucoup plus sophistiqué, pour pouvoir disséquer le cœur humain avec une précision, on pourrait presque dire une précision scientifique. Prenez cet extrait de Clélie de Madeleine de Scudéry. Vous voyez que de nouvelles amitiés, on passe à un lieu qu'on appelle grand esprit, parce que c'est ce qui commence ordinairement l'estime. C'est absolument fascinant quand on y pense. L'amour, ce n'est plus du tout la passion dévorante, la tornade de sentiments, non. Ici, c'est un véritable voyage organisé, une sorte de carte routière des sentiments. Chaque étape a un nom, chaque virage est analysé. L'idée, c'est de ne plus subir l'amour, mais de l'explorer comme un territoire, de le maîtriser par l'intellect. Et l'illustration la plus célèbre de cette obsession de la maîtrise, la voici. C'est la fameuse carte de tendre. C'est au sens propre du terme, une carte géographique pour atteindre le sentiment amoureux, qu'on appelle ici tendre. Pour y arriver, le chemin est tout balisé. On part de nouvelles amitiés, on doit passer par les villages de complaisance ou de petits soins, puis continuer par assiduité pour enfin arriver à bon port, à tendre sur reconnaissance. C'est une tentative incroyable de mettre de l'ordre et de la raison sur le chaos des sentiments humains.
Troisième partie. Et là, changement total de décor. Oubliez tout ce qu'on vient de dire. Oubliez les salons, les conversations raffinées, les cartes géographiques du cœur. Parce qu'exactement à la même époque, une autre forme de littérature va prendre le chemin radicalement opposé. Au lieu de fuir le chaos, elle va plonger dedans la tête la première. Et l'objectif? En rire, bien sûr, mais aussi et surtout dénoncer la société. C'est le monde satirique du roman picaresque. Alors, le roman picaresque, qu'est-ce que c'est? C'est un genre qui nous vient d'Espagne. C'est l'autobiographie, imaginaire bien entendu, d'un héros qu'on appelle un picaro. Et ce picaro, il est pauvre, il est marginal et il survit uniquement grâce à sa ruse. C'est l'anti-héros par excellence, l'opposé total du chevalier idéal. Lui ne cherche pas la gloire ou l'amour pur, non, il cherche à manger, à survivre. Et ses aventures rocambolesques sont surtout un prétexte pour dresser un portrait satirique et souvent très cru de la société de son temps. Pour bien sentir le contraste, écoutez cet extrait du roman comique de Scarron. Le héros est à cheval et soudain, il se sentit sauter en croupe quelques hommes ou quelques diables qui lui passa les bras autour du col. Contre sa joue, un visage froid qui soufflait par reprises à la cadence du galop du cheval. Le choc est total, on est bien d'accord. On n'est plus du tout dans l'analyse de sentiments. On est dans le concret, le physique, le bizarre, voire le grotesque. Fini l'élégance des salons, place à la surprise, à la peur au corps. Et ça, c'est une véritable révolution dans l'histoire du personnage de roman. On abandonne le chevalier idéalisé, le berger parfait, on lui substitue un anti-héros, un fripon, un personnage de basse extraction sociale. Et ce personnage ne s'en sort pas grâce à ses vertus ou à sa noblesse de cœur, non, il s'en sort grâce à sa ruse, à son intelligence pratique. C'est comme ça qu'il navigue dans un monde qui lui est fondamentalement hostile. Quatrième partie, et c'est le moment de la synthèse. Le baroque, un art des contrastes. Alors, à ce stade, on a l'impression d'avoir affaire à deux planètes littéraires qui n'ont absolument rien en commun. La préciosité d'un côté, le picaresque de l'autre. Et pourtant, ce que je voudrais vous montrer, c'est que c'est précisément dans cette tension, dans ce grand écart, que se trouve l'âme, l'essence même de l'esthétique baroque. Résumons ce contraste. Le héros précieux est idéalisé, noble, l'anti-héros picaresque, lui, est marginal et pauvre. L'un vit dans les salons ou des décors de rêve, l'autre survit sur la route. Le premier cherche à maîtriser les codes de l'amour, le second utilise sa ruse pour s'en sortir. L'un analyse le sentiment avec une précision d'horloger, l'autre se moque de la société. On a donc le raffinement contre le grotesque. Le gouffre semble total. Et pourtant, malgré ce gouffre apparent, ces deux fictions ont bien un point commun, un véritable ADN partagé. Et cet ADN, c'est celui du baroque. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? L'exubérance, l'illusion et surtout cet amour du contraste. Les deux types de romans sont démesurés, ce sont des romans fleuves, les deux font preuve d'une imagination débordante. Il faut bien le comprendre, le baroque n'est pas un style unique et figé, c'est plutôt un état d'esprit, une sensibilité qui se définit par l'amour de la liberté, des formes démesurées et des contrastes violents. Cinquième et dernière partie. On passe au concret, la fiche spéciale bac. Maintenant que l'on a vu la théorie, comment est-ce qu'on mobilise toutes ces connaissances de manière efficace pour les épreuves du baccalauréat? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Voici un tableau que je vous conseille vivement de mémoriser. C'est un outil très efficace pour ne pas vous perdre. On y distingue les trois principaux genres baroques, pastoral, précieux et picaresque. Pour chacun, posez-vous systématiquement les mêmes questions. Qui est le héros? Quel est le cadre? Quel est le style? Et surtout, quel est l'objectif de l'auteur? Avec cette grille, vous pouvez analyser n'importe quel extrait de roman baroque de façon structurée et pertinente. Pour synthétiser, voici les points absolument essentiels à retenir pour l'examen. Premièrement, le baroque est un art qui naît d'une crise, il reflète un monde instable. Deuxièmement, il se définit par l'imagination et une grande liberté face aux règles. Troisièmement, il s'exprime à travers des contrastes forts, notamment entre l'idéal précieux et la satire picaresque. Quatrièmement, cette exubérance se retrouve dans la forme même des œuvres, les romans fleuves. Et enfin, le point de méthode crucial. Ne vous contentez jamais de décrire. Cherchez toujours à analyser comment la forme sert la vision du monde du roman. C'est ça la clé d'une analyse réussie. Et pour conclure, je vous laisse avec une question d'ouverture, une question pour prolonger la réflexion. Si, comme on l'a dit, le baroque est l'art qui naît des mondes en crise, alors, quelles pourraient être les fictions baroques de notre propre époque? Pensez à des œuvres contemporaines, que ce soit en littérature, au cinéma, dans les séries, qui ont ce même goût pour le mélange des genres, les univers foisonnants ou les anti-héros. C'est une excellente piste pour mettre en perspective ce que nous avons vu aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.